Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, dramaturge, romancier, philosophe. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons dans cette dernière émission la question de la traversée des temps. Dernière émission pour le moment, puisqu'il n'y a que 2 tomes et qu'il y en aura 8. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau, parce que c'est passionnant de vivre avec vous cette histoire romancée, de cette épopée de notre humanité. Ça nous fait du bien de revisiter nos racines et de manière romanesque. Oui. Parce que c'est moins, avec énormément d'érudition. Alors, il y a des personnages comme ça qui m'ont intrigué. Vous avez l'astrologue et l'architecte de cette tour de Babel. Vous avez dit que j'aime bien faire des liens avec le reste de votre œuvre. J'ai pensé à l'hôtel des 2 mondes quand j'ai eu ces deux-là. À un moment donné, je les voyais, puisqu'ils habitent l'un au-dessus de l'autre, etc. Je me dis, mais on a un peu la dynamique de l'hôtel des 2 mondes. Je ne sais pas si... J'y ai pas pensé, mais... Oui, mais c'est fou, hein, comme au fond l'imaginaire a une cohérence. Mais moi, je suis porté par cet imaginaire et je ne suis pas forcément conscient de cet imaginaire. Il fait plusieurs fois que vous me révélez des empreintes récurrentes de mon imaginaire, tout à fait. Et alors, ces 2 personnages-là, oui. Ah ben, ils sont passionnants parce qu'ils sont le début de la science humaine. Parce que le propre de la Mésopotamie, c'est d'avoir entamé le processus scientifique. En l'occurrence, l'étude du ciel. Le climat de ce qu'est aujourd'hui l'Irak le permettait. Et surtout, comme on sortait de l'animisme où il n'y avait aucune raison de lever la tête, puisque les esprits étaient partout, commence ce que j'appelle dans une note le torticolis divin. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le roman La Porte du ciel, qui est la traduction exacte de Babel, Bab-El, c'est en akkadien, qui est la 2e langue de la Mésopotamie, la porte de Dieu, la porte du ciel. Et ça dit tout de cette civilisation et de ce qui nous arrive à nous les hommes, à savoir que tout d'un coup, les dieux ne sont plus autour de nous, les dieux sont au ciel. Et les hommes vont se mettre à étudier le ciel. C'est une époque fascinante où les hommes inventent l'écriture sur l'argile, sur la terre, et par conséquent, ils pensent que les dieux, eux, ils écrivent dans la voûte céleste. Et donc, pour comprendre ce que disent les dieux, il va falloir connaître le ciel. Et c'est pour ça que l'astrologie est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que si les dieux nous disent quelque chose dans le ciel, c'est quand il y a un événement nouveau, c'est-à-dire une étoile filante, une comète, une lune rousse, etc. Et donc, il faut finalement connaître l'ordre du ciel, donc, pour voir les anomalies, c'est-à-dire les messages des dieux. Donc, en fait, il faut faire, en termes modernes, il faut faire de l'astronomie pour pouvoir faire de l'astrologie. Ça s'articule comme ça. Et qu'est-ce que c'est un message des dieux ? Donc, c'est ce que je vous disais, une comète, un phénomène étrange. Et alors, comment savoir ce que nous disent les dieux ? Eh bien, pour le savoir, il faut faire de l'histoire. Et d'ailleurs, consulter les tablettes des savants précédents qui faisaient le rapport entre le ciel et ce qui se passait dans le royaume. Et donc, comme ça, on pouvait penser qu'effectivement, une lune rousse pouvait annoncer une très bonne récolte cette année et la mort du roi. Vous voyez, c'était un mélange constant d'observation sur le sol et d'observation sur le ciel pour essayer de trouver un rapport. Donc, c'était un savoir qui s'établissait sur des siècles. Et ce qui rendait possible ce savoir, c'était l'invention de l'écriture, puisque voilà, les Sumériens inventent l'écriture cunéiforme, la première écriture au monde, sur des tablettes d'argile avec un bout de roseau. Et ça change absolument tout de la condition humaine. Alors, ça, c'est la première science. Et en même temps, on construit des villes, donc... des architectes. Des architectes. Et voilà. Et des architectes qui ne vont pas construire horizontal, comme par le passé, mais qui vont construire vertical. Là encore, la porte du ciel. Parce qu'on pense que, par exemple, une grande tour, comme la tour de Babel, et il y en a une dans chaque ville mésopotamienne, hein. C'est généralement un temple dédié au fondateur de la cité. Il y a d'autres temples pour d'autres dieux, mais le fondateur de la cité est toujours honoré par une grande tour. C'est une tour généralement à 7 étages, parce que 7 planètes.
Et cette tour, c'est un temple, mais c'est aussi un observatoire. Car du haut de la tour, on peut vraiment encore mieux étudier les astres. Et puis, c'est même pour Nemrod un escalier qui va peut-être lui permettre de rejoindre le monde des dieux, parce qu'on est dans une époque où on pense le monde fini, où on pense que la voûte céleste est un plafond, et donc en se disant, en montant, on va peut-être arriver au niveau des dieux. Ce qui est toujours l'idée des hommes. Et donc on a ces jumeaux Oui. qui se détestent. Oui, parce qu'ils ont des impératifs contradictoires, c'est-à-dire l'un est au service du ciel, l'autre est au service de la terre. Et ça ne va pas ensemble. Voilà. Et ça, on le voit bien, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà, pas plus. Il y a un autre personnage dans... il y a ce magicien. Oui, Gawain le magicien. Gawain le magicien. Pourquoi il s'appelle Gawain le magicien? Parce que Noam le rencontre sur un chemin, enfin un sentier. Les premiers sentiers des transports de marchandises. Parce qu'il faut voir que le commerce, c'est une chose qui commence il y a très 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 longtemps, puisque le bronze nécessite du cuivre, de l'étain, et que c'est rare qu'au même endroit, il y ait à la fois des mines de cuivre et des mines d'étain. Donc nos ancêtres voyagent, créent des sentiers. Il y a véritablement un commerce international qui se crée à cette époque-là. Et sur un chemin, il rencontre Gawain, appelé le magicien, parce qu'il semble doté d'une mémoire absolument extraordinaire. Il s'assoit sous un arbre avec un bout de terre, et puis il écoute ce que disent les gens, qui lui font des listes incroyables, et à la fin, il répète tout. En fait, évidemment, il a écrit. Mais personne ne sait ce qu'est l'écriture, donc il passe pour un magicien. Et ce Gawain va vraiment être le guide de Noam pour rentrer dans la civilisation mésopotamienne. Noam est à la recherche de Noura, et il pense qu'elle est en Mésopotamie, et elle y est. Et donc Gawain est un personnage très, très ambigu, très intéressant. On ne sait jamais de quel côté il est. C'est un agent double. Va être son guide. Et il va être le protecteur de cet enfant, Maël, qui lui va découvrir l'écriture, qui va raconter. C'est un enfant fragile, c'est un enfant blessé. Noam va être obligé de l'opérer, et je montre qu'on pratiquait la trépanation à cette époque-là. Il y avait des médecins capables, on en a la preuve, de trépaner et de laisser l'individu vivant qui reconstitue son os et qui poursuit sa vie. Et il va soigner cet enfant. Et cet enfant fragile, dans un autre monde, il ne serait pas devenu un héros. Et dans ce monde-là, il va devenir un héros. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre l'écriture. Et il va transformer l'écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture, elle a été inventée d'abord par des comptables. Voilà. La première trace d'écriture qu'on a, c'est une tablette d'argile de 5000 ans, signée d'un certain Kushim, avec une liste de biens et d'objets. Et donc, voilà, l'écriture servait d'abord à ça, à comptabiliser les objets du réel et les propriétés, et à fixer les taxes qu'il fallait payer. Eh bien, Maël, lui, s'empare de cette écriture pour inventer la littérature, pour inventer d'autres mondes où les hommes vont trouver l'essentiel de leur vie. Et au fond d'une taverne, on le voit raconter la légende d'un certain Bilgamesh, qui va devenir Gilgamesh, un héros humain. Un héros humain, c'est la première fois. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la légende de Gilgamesh est le premier texte littéraire d'humanité, avant même l'Iliade et l'Odyssée ou la Bible. Et c'est sans doute ce qui a rendu possible aussi l'Iliade et l'Odyssée et la Bible. Et là, c'est quelque chose qui va revenir de volume en volume, de montrer tout l'intérêt de l'écriture, mais aussi de la littérature, qui crée du lien au lieu de mettre des barrières. Le Maël, on ne sait pas très bien ce qu'il devient. Non, justement, on finit par une question sur que devient-il. Mais ça, c'est pour le tome 3. Donc vous m'annoncez que je vais pouvoir découvrir dans le tome 3 ce qu'il advient de ce personnage. Ah ben je laisse des horizons dans chaque livre qui sont des rendez-vous.
Parce que ce qui est peut-être important en conclusion de ce site, c'est dans ces 2 premiers tomes, il y a des intermezzos. Et donc, à la fois, c'est historique, mais en même temps, on est très dans notre monde contemporain. Et votre Paradis perdu, les 50 premières pages parlent de la catastrophe au Liban, de l'explosion. Et puis, voilà, Oui, parce qu'en fait, Noam se hiberne. On va le découvrir assez régulièrement pour fuir ce monde. Et quand Paradis perdu, le premier tome commence, quand il sort d'une hibernation dans notre monde. Il l'a quitté depuis quelques décennies. Et il sort dans notre monde, il découvre notre monde avec cette angoisse écologique qui est le propre du XXIe siècle. C'est-à-dire, pour la première fois, l'humanité prend conscience qu'elle est peut-être allée trop loin. Elle n'a jamais pensé ça avant. Donc c'est notre époque. Et Noam se dit, alors, à toutes les époques, on a cru la fin du monde, mais généralement, on attendait la fin du monde des dieux de Dieu ou de la nature. Et là, l'homme se dispense des dieux de Dieu ou de la nature pour la fin du monde. Il suffit lui-même à provoquer la fin du monde. D'où une angoisse existentielle pour Noam extrême, ce qui fait qu'il prend la plume, ce qu'il a refusé de faire pendant des siècles, pour se dire comment en est-on arrivé là. Et du coup, il nous dit « Je suis né il y a 8000 ans au bord d'un lac », etc. Et nous racontant son histoire, il nous raconte notre histoire, l'histoire de notre humanité depuis cet état-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, puisque le 2e tome termine par une petite Suédoise qui se bat pour défendre la planète. Et ça fait référence évidemment à quelqu'un auquel on peut penser. Éric Emmanuel Schmitt, merci beaucoup. J'espère que ça doit donner le goût, en tout cas à nos auditeurs et auditrices, de prendre le temps de vivre cette épopée avec vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.